Bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Eh bien, bienvenue donc dans cette conférence en ligne qui sera consacrée donc ce soir au bien-être animal et plus largement à l'élevage intensif. Alors, il faut savoir qu'en France, environ 80% des animaux d'élevage se situent dans des exploitations d'élevage intensif. Et bien souvent, les citoyens ignorent tout de ce qui s'y cache. Alors, quelles sont les alternatives possibles? Comment penser le bien-être animal? Eh bien, nous allons en parler avec vous, nos invités, ce soir pour donner quelques pistes de réflexion à nos spectateurs. Alors, j'accueille d'abord Jocelyne Porcher. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Alors, vous avez eu toute une expérience au sein d'exploitation industrielle avant de devenir sociologue et vous consacrez vos travaux depuis plusieurs années de recherche à la relation entre l'homme et les animaux d'élevage. Vous allez nous parler de tout ça dans quelques instants. Alors, avec nous également Fabien Solman. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors, vous avez cofondé Pool House, je ne sais pas si je dis bien. Pool House. Pool House, voilà. Donc, c'est un projet à la fois, je pense, éthique et aussi il y a l'aspect bio qui sauve les poules pondeuses de l'abattage. Et là aussi, vous allez nous expliquer en détail de quoi il s'agit. Et enfin, à vos côtés, virtuellement, Bastien Beaufort. Bonjour Bastien. Bonjour. Alors, vous êtes l'un des coordinateurs d'un mouvement qui s'appelle Slow Food France en tout cas, que vous représentez ce soir. Et c'est un mouvement international qui défend une alimentation saine, écologique, de proximité. Et là aussi, vous allez nous expliquer tout ça en détail. Merci d'être avec nous virtuellement pour justement informer nos auditeurs, nos spectateurs sur ce sujet. Alors, pour commencer, moi, j'avais envie de faire peut-être un petit point sur le constat aujourd'hui. L'élevage industriel, c'est vraiment le modèle dominant. Jocelyne, vous avez vraiment connu ce modèle de l'intérieur. J'aimerais que vous nous parliez justement de tout ce parcours qui vous a amené des exploitations industrielles d'élevage à votre métier de sociologue. Est-ce qu'on peut commencer un peu par ça? Enfin, pour le dire vite, déjà, je veux juste faire une remarque, c'est que le terme élevage intensif ne caractérise pas les systèmes industriels. Vraiment, moi, j'insiste pour ne pas dire élevage industriel, qui est un oxymore, parce que c'est de l'élevage, ce n'est pas de l'industrie. Et puis, pas non plus élevage intensif, parce que l'élevage pourrait être intensif sans être industriel et sans être violent. Intensif, ça ne caractérise pas du tout la violence des systèmes industriels. Donc, je pense que le mot juste, c'est système industriel. C'est des systèmes industriels où on traite les animaux comme des objets industriels. Sinon, pour ce qui me concerne, moi, j'ai été née rurale, éleveuse de brebis quand j'étais jeune. Je faisais du fromage et tout ça. Et après, j'ai quitté cette petite ferme et j'ai repris des études. Et c'est dans le cadre de ces études que je me suis retrouvée dans une porcherie industrielle où je dois dire que là, j'ai eu un choc existentiel parce que je n'imaginais pas qu'on puisse traiter les animaux comme ça. Et en fait, je pense que cette expérience, elle a orienté toute ma vie professionnelle ensuite, parce que j'ai travaillé donc dans ces systèmes, et donc j'ai travaillé avec les gens dans ces systèmes. Et je pense que c'est la grande différence avec les critiques qui sont posées aujourd'hui, c'est que les systèmes sont violents, mais les gens à l'intérieur, pas forcément. En tout cas, pas forcément, et pas, en tout cas, s'ils ne le sont pas, ce n'est pas à n'importe quel prix, s'ils le sont, ce n'est pas non plus à n'importe quel prix psychique, affectif, etc. Donc voilà, j'ai eu un choc, et du coup, je pense que j'ai cherché à comprendre pourquoi voilà, les gens avec qui je travaillais, ils acceptaient de faire ce truc, en fait. En gros, c'est ça, c'est-à-dire, je me suis dit, mais comment ça se fait? Pourquoi on accepte ça? Et donc, en fait, voilà, petit à petit, j'ai repris des études. Voilà, j'ai fait un BTS, après j'ai fait un diplôme d'ingénieur, un DEA, une thèse. Voilà. Mais avec cette idée de chercher à comprendre ce qui se passait, pourquoi. Et le cœur de mes recherches depuis, c'est de me dire que ce qui faisait que cette industrie des productions animales, ce n'était pas de l'élevage. Et donc, depuis 20 ans, en fait, j'essaye de montrer que l'élevage, élever les animaux, ce n'est pas la même chose que les produire comme des choses, que c'est deux mondes différents. L'un n'est pas la suite de l'autre, contrairement à ce qu'on dit.
c'est deux mondes différents, deux mondes qui n'ont rien à voir. Et donc, critiquer les systèmes industriels, et moi je les ai critiqués plus violemment que n'importe qui, je pense, ça n'empêche pas de défendre l'élevage. Voilà. Au contraire, même. Alors, pour revenir à ces systèmes-là dont vous parliez de choc, mais quelle était vraiment la nature de ce choc? Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que vous avez vu dans ces exploitations de production animale, comme vous le dites, qui vous a marqué? Déjà, c'est les conditions de vie des animaux. C'est-à-dire quand vous rentrez dans une porcherie industrielle, c'est des bâtiments, dans des bâtiments avec des animaux enfermés, une espèce de fractal d'enfermement. Et donc, vous rentrez là-dedans, enfin, c'est sombre, ça pue, il y a énormément de bruit, les gens sont stressés, et vous avez des animaux voilà, comme ça entassés qui vous regardent, qui ont l'air de se demander ce que vous faites là. Et je pense que, comme je pense que la relation entre humains et animaux, elle est inévitable et elle est intersubjective, c'est-à-dire qu'elle est propre à chaque personne, à chaque animal. Si vous rentrez, ou moi par exemple, je suis entré dans ces systèmes en aimant les animaux, en ayant voilà, un feeling avec les bêtes, c'est pourquoi j'ai été éleveur, bah, du coup, voilà, j'ai reçu de la part des animaux quelque chose que peut-être mes collègues voilà, ne recevaient pas forcément, ou pas au même moment, ou pas avec la même intensité. Et donc, mais je pense beaucoup que en élevage, la relation de travail entre humains et animaux, c'est vraiment une relation. C'est-à-dire qu'il y a des animaux au travail, des humains au travail. Ce qu'on vit quand on fait de l'élevage, comme je faisais avant, et puis qu'on vit aussi très mal voilà, quand on est dans la misère des animaux. Voilà, c'est quelque chose qui m'a bouleversée. Et la misère des humains. Et là, enfin, je peux dire que la misère des animaux, elle est plus grande parce que les animaux n'ont pas de défense contre la souffrance. Un animal qui souffre dans ces systèmes, il ne comprend rien à ce qu'il fait là. Un humain, il sait plus ou moins ce qu'il fait là, et lui, il a des défenses contre la souffrance. C'est ce que j'ai travaillé après avec Christophe Dejour, qui est psychologue du travail, c'est-à-dire comment voilà, on se blinde contre la souffrance, comment on tient dans ces systèmes, et comment, du coup, finalement, la souffrance, c'est un levier de transformation des choses. Mais voilà, les animaux n'ont pas ça. Ils ne peuvent pas se défendre contre la souffrance, donc ils prennent la violence frontalement. Alors du coup, Fabien, je viens vers vous parce que cette question de souffrance animale, est-ce que ça a été un peu le moteur aussi de votre propre projet? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous aussi, vous êtes arrivé à ce projet Alors, effectivement, il y a des similarités avec les réflexions de Jocelyne parce que c'est un projet qui vient à la fois d'un constat sur des modes de production qui nie un petit peu la sensibilité des animaux et qui fait un certain nombre de constats qu'on pourrait peut-être reprendre le truc autrement. Donc, en l'occurrence, on s'est centré sur le sujet de la production des œufs, qui, en apparence, ne devrait pas être un sujet de maltraitance animale sous aucune forme, parce que finalement, on mange un produit dérivé, on ne mange pas l'animal lui-même. Et la question est justement comment est traité cet animal dans un mode de production qui s'est industrialisé au fil du temps. Et la situation au moment où on crée la société, c'est qu'on a un mode de production qui est effectivement devenu très inhumain, si on peut dire, en direction des animaux. Donc, dès la naissance, un poussin sur deux va être tué, les poussins mâles, parce qu'ils ne vont servir à rien, on ne va rien pouvoir en faire, donc on va les éliminer, ils n'auront été utiles que pour être tués le jour de leur naissance, ceux-là. Donc, pour parvenir à avoir 50 millions de poules pondeuses chaque année, on va devoir tuer 50 millions de poussins mâles. Les poules pondeuses, on va les emmener vers une existence alors, qui est encore majoritairement en cage, même si c'est en train de diminuer. On va aussi leur mettre des mutilations comme les pointages dès la naissance, couper les becs. Et puis, passer une période qui est environ de 18 mois, on va aussi mettre fin à leur existence tout court et les envoyer à l'abattoir parce qu'elles deviennent moins productives. Et donc, l'idée du projet Poule House, c'était de dire revisitons ce processus de production qui existe partout, c'est-à-dire que ce soit la cage, le bio, le plein air, c'est la même façon de procéder dans l'ensemble.
Est-ce qu'on pourrait faire autrement? Est-ce qu'on pourrait ne pas tuer les poussins mâles, ne pas couper les becs, ne pas tuer les poules à 18 mois? Comment ça pourrait fonctionner? Qu'est-ce que ça voudrait dire en termes d'élevage? Là, je rejoins ce qui a été dit sur la différence entre un processus industriel et un processus d'élevage. Nous, on va être obligé de se poser un certain nombre de questions. C'est-à-dire, il se passe des moments de vie dans la vie de la poule où, par exemple, elle va se mettre à la diète, commencer à perdre ses plumes, interrompre la ponte, ce qu'on appelle la mue, et puis redémarrer un nouveau cycle de ponte. Nous, on va gérer ce moment-là. C'est un moment que les autres éleveurs ne connaissent même pas parce qu'on a interrompu la vie de la poule avant cette étape-là. Donc, on va emmener les éleveurs aussi dans quelque chose finalement de plus technique et de plus intéressant. Et on va laisser vivre ces poules donc, dans notre projet toute leur vie, ce qui fait qu'on a ce slogan « l'œuf qui ne tue pas la poule » puisqu'on va les laisser aller jusqu'à une mort naturelle. Et on ramène en toute transparence ce mode de production jusqu'au consommateur en lui expliquant ce qu'on fait, en lui expliquant aussi combien ça coûte et pourquoi le prix ne peut pas être le même que celui qui a été obtenu avec des poules en batterie dans des processus totalement automatisés et optimisés. Le lien est parfait pour aller vers vous. Bastien, on parle du consommateur. Slow Food, quelle était l'ambition de ce mouvement qui a, je crois, 30 ans, c'est ça? À l'époque, c'était quoi le message de ce mouvement? Qu'est-ce qu'il voulait faire passer comme idée? Alors, Slow Food, en fait, évidemment, est né un petit peu comme une blague à l'opposition de Fast Food. Donc, en fait, il y a une action emblématique en 1986. C'est une manifestation des fondateurs de Slow Food sur une place historique de Rome où se construisait le premier McDonald's dans le centre historique de Rome, avec ensuite l'écriture d'un manifeste pour le droit au plaisir et pour la lenteur, qui a fondé la philosophie de Slow Food et qui parlait justement de cette accélération du temps qui nous rendait machiniques, qui rendait les êtres vivants machiniques. Et c'est vrai qu'on retrouve complètement cette critique de l'industrialisation. Donc Slow Food a été ensuite officiellement créé il y a 30 ans, en 1989, à l'Opéra Comique de Paris, avec des délégués essentiellement européens. Et dans les années 90, le mouvement s'est étendu comme un mouvement vraiment de défense gastronomique assez classique, on va dire traditionnel. Dans les années 2000, Slow Food a pris un tournant très important qui a été une nouvelle mission, c'est défendre la biodiversité alimentaire, avec notamment deux nouvelles formes de mouvements qui se sont agrégés à Slow Food. D'une part, Terra Madre, qui est un événement qui, tous les 2 ans, regroupe notamment à Turin, donc le fief de Slow Food en Italie, des milliers de petits paysans, petits productrices et producteurs du monde entier. Donc on parle de 7000 délégués invités, nourris, logés, et souvent des personnes qui viennent de régions extrêmement reculées et qui présentent des produits et des aliments exceptionnels, méconnus, en voie d'extinction, qui n'ont pas accès au marché, qui, pour diverses raisons, justement parce qu'ils sont artisanaux, en fait, se perdent. Et de l'autre côté, Slow Food a créé l'Université des sciences gastronomiques en 2004 aussi, qui forme chaque année, donc à Polenzo, à côté de Turin, dans le Piémont, des professionnels de l'alimentation, non pas de la gastronomie au sens classique comme on l'entend en France, mais plutôt celle de Brillat-Savarin. Donc c'est Slow Food, on aime bien faire référence à cet auteur du 19e siècle français comme l'inventeur moderne de la gastronomie. Il a défini en fait la gastronomie comme une science holistique qui agrège en fait la chimie, l'étude des sols, l'agronomie, le climat, l'alimentation, bien sûr, le goût, mais aussi l'histoire, l'anthropologie et l'économie politique. Et donc pour nous, c'est ça en fait l'alimentation, c'est une question politique, la nourriture et les choix qu'on va faire sont politiques. Voilà rapidement l'histoire de Slow Food en 30 ans. Donc voilà, on a des programmes très précis. On pourra rentrer en détail après dedans. Et effectivement, dans ces programmes, on travaille avec des éleveurs et notamment sur la sauvegarde, la protection et la relance de races animales soutenables, durables, qui rémunèrent justement les éleveurs, qui sont justes avec les consommateurs, qui font des bons produits et qui sont propres pour l'environnement. C'est possible. Alors justement, par rapport à ce choix, ce modèle productiviste, Jocelyne, est-ce qu'on peut un peu replacer ça dans le contexte historique? Pourquoi la France, à un moment donné, a multiplié ces exploitations-là et quand, à partir de quand, depuis combien de temps ça dure tout ça et qu'est-ce qui motivait ce modèle tout simplement? On dit souvent que cette industrialisation de l'élevage
elle date de la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai montré dans mon travail qu'en fait, elle a été conceptualisée, ces productions animales ont été conceptualisées au milieu du 19e siècle, en fait, avec le capitalisme industriel, avec tout ce qui a changé à ce moment-là dans le rapport à la nature, aux animaux, mais à tout notre environnement. En fait, vraiment, cette période du 19e siècle, c'est l'emprise sur la nature et l'idée que tout est ressource et tout est source de profit. Et le rapport à l'animal, il se transforme à ce moment-là. Alors bon, je le dis souvent, à mon sens, pour ce qui concerne les animaux, c'est la naissance de la zootechnie comme science de l'exploitation des machines animales. Et donc, il y a tout un appareillage conceptuel qui se met en place à ce moment-là, mais qui est vraiment le fondement théorique des systèmes industriels qu'on connaît aujourd'hui. C'est l'animal est une machine, il n'a pas d'existence, son utilité, c'est les profits qu'il peut rapporter. Le profit avant l'alimentation. Enfin, déjà à cette époque, l'idée, c'est pas de nourrir le monde, même si c'est le discours comme celui qu'on entend aujourd'hui, le discours officiel, mais en dessous, ce qui importe, c'est de faire des profits avec les animaux, sur le dos des animaux. Et donc, il y a tout ça qui se met en place théoriquement dans ces années-là, avec les écoles d'agronomie, avec les sciences vétérinaires qui décrètent comme science à ce moment-là. Enfin, voilà, parce que sans les vétérinaires, il n'y aurait pas de système industriel. Et donc, alors, le fait que ça s'est né au milieu du 19e siècle et que concrètement, effectivement, ça a existé, les premiers batteries de volailles et tout ça, c'est dans les années 60. Ce siècle entre les deux, moi, je peux l'expliquer par le fait qu'il y a eu 2 guerres mondiales, que donc, en fait, toutes ces transformations de l'agriculture, elles ont été articulées avec ces 2 guerres mondiales. Mais donc, après la Seconde Guerre, et là, effectivement, il y a une dynamique d'industrialisation. Alors, à l'époque, on appelle ça modernisation, mais c'est une dynamique d'industrialisation de l'agriculture. Alors moi, ce que j'ai plus travaillé, c'est le côté animal, mais à ce moment-là, effectivement, l'État, les organismes professionnels, les syndicats décident qu'il faut moderniser, entre guillemets, en fait, industrialiser l'agriculture et l'élevage. Et donc, vraiment, l'État a une énorme part là-dedans. Il y a la création de l'INRA à cette époque-là, des instituts techniques, etc. Donc, tout un encadrement qui va dans le sens de rendre l'élevage, les rapports de travail aux animaux rentables, efficaces, rationnels. Et donc, avec une critique de tout ce qui est du bricolage, entre guillemets. Les paysans qui ont des races qui veulent défendre, ils sont traités d'archaïques. Donc voilà, il y a un système dominant qui se met en place. Ce système dominant est industriel. Et moi, je souligne souvent, parce qu'on reproche des tas de choses aux agriculteurs aujourd'hui, mais cette transformation de l'agriculture, elle s'est faite dans la violence. Ce n'est pas seulement envers les animaux, envers les gens aussi. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient résistants, ils en prenaient plein la figure. Pour avoir résisté, les gens qui ont résisté à cette industrialisation étaient très forts. Parce qu'il y avait vraiment un mouvement énorme de l'État et de toutes les institutions pour transformer cette agriculture et en faire un outil de la réussite économique de la France. Voilà. Alors, Fabien, je reviens vers vous parce que vous avez décidé de créer Poulaos il y a 3 ans, mais ce n'était pas du tout votre métier. Vous n'étiez pas ni agriculteur. Donc, c'est ça aussi qui est curieux dans le parcours. Pourquoi ce sujet-là, il vous a à ce point préoccupé ou intéressé que vous avez décidé de créer un projet, une activité professionnelle autour de ça? Effectivement, c'est un parcours personnel qui m'a conduit dans ce questionnement sur l'alimentation, sur la cause animale également. Après, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi il n'y a pas déjà eu quelqu'un qui l'a fait avant et qui venait du monde de l'agriculture. Et je pense que ce n'est pas un projet qui peut venir facilement du monde de l'agriculture parce que, comme le disait Jocelyne, c'est un monde dans lequel, depuis les études jusqu'à la coopérative, jusqu'au syndicat agricole, la chambre d'agriculture, tout amène à rentrer dans un modèle qui est le modèle standard. Et faut être assez hurluberlu, on va dire, pour oser déjà aller vers des sujets comme le bio ou autre, hein, de moins en moins, heureusement, mais déjà, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile pour certains éleveurs de faire leur transition vers le bio.
quand tu as inventé, comme on fait nous, un nouveau mode de production qui vient questionner de plein fouet ce qui est partagé par tout le monde, on est vu comme des ovnis par les acteurs de la filière de l'œuf. Vraiment, eux, ils en sont à essayer de gérer, bon an, mal an, la fin de la cage. Voilà. Et donc, la raison pour laquelle c'est moi qui suis là en train de parler de Poulaouz ce soir, c'est aussi parce que je pense que les agriculteurs ne pouvaient pas facilement se saisir de ce sujet et qu'il fallait des gens un peu extérieurs. Et donc, mes associés également n'étaient pas des personnes issues forcément du monde de l'agriculture au départ. Enfin, je vous rassure, on s'est entouré, on a bien progressé, on travaille maintenant étroitement avec des groupes de la filière de l'œuf, justement. Donc, ça commence quand même à rentrer. Mais l'étincelle de départ ne pouvait pas facilement, je pense, venir du monde de l'œuf, du monde de l'agricole. Alors Fabien Bastien, Bastien, oui, vous parlez tout à l'heure de ces producteurs qui travaillent de manière artisanale, que vous soutenez sur des races, par exemple, très oubliées. Pour vous, c'est des résistants, ces gens-là, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ils essaient tant bien que mal dans un système qui est très loin de leur façon de produire ou d'élever des animaux plutôt, ils y arrivent peut-être grâce à des mouvements comme les vôtres. C'est vrai que oui, moi j'aime bien ce mot de résistance. Ça n'a pas la même signification que 2 générations en arrière, mais je trouve qu'aujourd'hui le vivant, la vie est tellement menacée en fait aux 4 coins du globe par justement cette mécanisation, industrialisation, etc., que tout ce qui aide à maintenir la vie globalement peut être, à mon sens, nommé de résistance. Et donc, du coup, en fait, on est assez nombreux. Et voilà. Et dans l'élevage, alors justement, en fait, Slow Food, on va avoir un angle d'analyse pour une alimentation de qualité qui se décline en fait en 3 volets. D'après nous, une alimentation de qualité, elle doit être bonne, propre et juste. Et ça s'applique aussi, en effet, aux animaux, à l'élevage. Donc pourquoi? En fait, le bon, c'est évidemment l'aspect du goût. Et derrière cela, on entend aussi l'éducation au goût. Aujourd'hui, nos papilles gustatives sont extrêmement réduites, extrêmement dominées par le sucre et le sel, le gras, alors qu'il y a des saveurs anciennes, faisandées, de chasse, aussi amères, qu'on a oublié qu'il s'agit de retrouver. Donc en fait, quand Slow Food, on va travailler sur des races animales anciennes qu'on va retrouver, déjà il s'agit du bon, c'est-à-dire qu'on va retrouver des saveurs et des goûts tout à fait spéciaux, à la fois dans la génétique intrinsèque des races animales, mais aussi dans les méthodes de transformation pour arriver à la viande, pour les mangeurs. Et aussi, cela dépend de l'écosystème et dans lequel se trouvent les animaux et de ce qu'ils ingèrent, évidemment. Là, on arrive au deuxième volet. Le deuxième angle d'action, c'est le propre, en fait. Le propre, c'est qu'une alimentation, en fait, ne doit pas polluer. Elle doit enrichir les écosystèmes. Elle doit préserver la biodiversité. Elle doit créer des paysages. Et là, effectivement, sur l'élevage, c'est clair. Les élevages façonnent, en fait, et notamment les élevages familiaux de petite échelle, ils façonnent nos paysages. Les paysages se refermeraient, en fait, sans eux. Donc, on va effectivement travailler avec des éleveurs qui ont mis des systèmes complètement innovants et en même temps traditionnels. Et c'est là où on voit que l'innovation, elle est souvent en lien avec la tradition. Il ne s'agit pas de les opposer. Avec, par exemple, des systèmes de poulets agroforestiers, avec ce qu'on appelle du pâturage tournant, où les animaux vont effectivement ne pas manger la même alimentation. On va avoir des systèmes d'élevage avec une forte capacité de stockage de CO2, avec beaucoup de matière végétale et d'arbres qui est possible. On a toutes ces sortes de systèmes mis en place qui en fait permettent vraiment d'avoir des paysages beaux, de séquestrer du carbone et de maintenir aussi la biodiversité, car en fait les animaux ont des systèmes de symbiose avec des insectes, des oiseaux, avec les sols et les végétaux. Et donc, il faut avoir cette vision complexe aussi au niveau écologique, qui est liée aux traditions, bien sûr, de chaque écosystème, de chaque pays. Le dernier aspect, et non moins important, c'est le juste, la question de la justice sociale économique de l'alimentation. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui,
2/3 des agriculteurs ne vivent pas assez bien en France. Les éleveurs sont surreprésentés en fait dans cette discrimination, dans cette inégalité. Et clairement, la justice, ça passe évidemment par la juste rémunération des producteurs, mais aussi par des systèmes d'autonomie. C'est-à-dire qu'en fait, dans le système alimentaire actuel, qui est extrêmement spécialisé, basé en fait sur les avantages comparatifs, où on va avoir les choses qui sont extrêmement séparées. L'autonomie, la résistance, elle repasse en fait par des systèmes d'élevage où en fait les paysans, les paysannes peuvent être plus autonomes, par exemple dans la nourriture qu'ils vont pouvoir donner à leurs animaux. Donc c'est là où on va repasser dans des systèmes polyculture, élevage, qui permettent en fait d'augmenter les rendements sur la ferme en baissant les coûts et les charges. Hein. Vous voyez, donc en fait, voilà, ça, c'est le triptyque de Slow Food. Une alimentation, elle n'est pas de qualité si elle n'est pas bonne, propre et juste. Et ça s'applique aussi effectivement à l'élevage et à la viande. Alors là, c'est clair que pour tout le monde aujourd'hui, je pense, pour une majorité de personnes, en tout cas, qu'on traverse une crise, en tout cas par rapport à l'écologie, par rapport au climat. Donc, il y a comment dire, la pollution engendrée par ces exploitations, on la connaît, on voit les conséquences. Quelles sont, selon vous, les alternatives? C'est-à-dire, comment penser l'après? Jocelyne, quels sont pour vous vraiment le sujet finalement qui doit être posé sur la table pour tout le monde pour commencer à enclencher une réelle transition vers peut-être un autre modèle plus vertueux? Le micro, Jocelyne. Votre micro, Jocelyne. C'est Voilà. difficile d'avoir… je me centre sur mes objets de recherche, sur ce que je connais, mais pour répondre à la question, mais d'un point de vue focal très serré quand même. Mais je travaille depuis une dizaine d'années justement en rapport avec tout ça sur la place des animaux dans le travail. Et en fait, ça, je pense que c'est un vecteur, changer de regard sur les animaux. Enfin, déjà, bon, le système industriel, il faut vraiment en sortir. Ça fait des décennies qu'on aurait déjà dû en sortir, mais même dans d'autres systèmes d'élevage, pour vraiment porter un autre regard sur les animaux, et mon objet principal qui est le travail, du point de vue du travail. C'est-à-dire, avec l'équipe que j'anime, on réfléchit sur le travail des animaux. Est-ce que les animaux travaillent? Qu'est-ce qu'ils font comme travail? Qu'est-ce qu'ils produisent avec nous? Qu'est-ce que le travail leur prend? Qu'est-ce que le travail leur donne, etc. On fait des terrains avec tous les animaux au travail parce que ce qui caractérise nos rapports aux animaux domestiques, puisque là on parle des animaux de ferme, mais on peut parler aussi des animaux dits de compagnie, enfin des animaux domestiques, c'est la centralité du travail. En fait. C'est ce qu'on a montré dans nos recherches, c'est qu'il y a une centralité du travail dans nos relations aux animaux domestiques. Et donc, si le travail est si important pour eux, d'ailleurs il est évidemment énormément pour nous, qu'est-ce qu'ils font, voilà. Et donc on travaille là-dessus. Et donc là, c'est assez facile de s'intéresser au travail d'un chien de berger, d'un chien militaire, d'un cheval. C'est plus difficile de s'intéresser au travail d'une vache ou d'une poule. Mais c'est possible et c'est intéressant. Et je pense que justement, ce que Poulaous et ce que fait Fabien, c'est indirectement la question du travail. Il commence par la fin. Il commence par la sortie du travail, en fait. Il s'interroge sur est-ce que la sortie du travail, c'est aussi la fin de vie? Globalement, oui, parce que quand on dit on réforme un animal, on réforme une poule, et ça équivaut à sa fin de vie. On réforme une vache, on l'envoie à l'abattoir. Mais en fait, non. En fait, la sortie du travail, c'est pas forcément, d'ailleurs, c'est pas forcément, déjà maintenant, c'est pas forcément la fin de vie. Et pour beaucoup d'éleveurs voudraient bien que la fin du travail ne soit pas la fin de la vie. Et donc, des initiatives comme Poulaous, là, effectivement, d'abord, ça correspond à ce que veulent beaucoup de consommateurs, mais aussi beaucoup d'éleveurs eux-mêmes. Je connais des éleveurs de poules qui ont des petits troupeaux et qui cherchent des solutions pour ne pas tuer les poules. Parce qu'effectivement, alors c'est vrai beaucoup pour les reproducteurs, évidemment, puisque quand on a gardé une vache 10, 12 ans, 15 ans, des poules, même si c'est moins long, mais en fait, globalement, les éleveurs, parce que les animaux sont au travail, on a envie de rendre justice à leur travail, en fait, et de dire, les animaux ont travaillé, ils ont droit à une sortie du travail. Alors après, des tas de choses se discutent sur qu'est-ce que c'est qu'une mort naturelle, par exemple. C'est très compliqué, etc. Mais bon, en tout cas, je pense que cette question du travail animal, elle est centrale pour dire, on réinvente d'autres systèmes, et
mais on commence par repenser nos rapports de travail aux animaux et la place des animaux dans le travail. On fait confiance à leur intelligence, par exemple dans ce que citait Bastien, l'agroforesterie, etc. Et faire confiance aux animaux pour trouver leur nourriture, pour choisir ce qu'il leur faut ou pas. L'intelligence des animaux, elle a été écrasée dans ce que je disais là, au 19e siècle avec la conceptualisation de la zootechnie. On a dit les animaux, il faut qu'ils deviennent des automates. Enfin, je le citais dans plusieurs de mes livres. Les mots exacts d'un zootechnicien, c'était ça. Oui, ils sont intelligents, ils sont sensibles, etc., mais on s'en fout. Ils ont une fonction économique, il faut qu'ils deviennent des automates. Donc, on a écrasé leur intelligence. Donc, il faut sortir de ça, sortir de cette vision industrielle du rapport à l'animal. On ne découvre pas, là, on entend dire « Ah, mais les animaux sont intelligents, on découvre qu'ils sont intelligents. » On ne découvre pas. Au 19e siècle, on sait qu'ils sont intelligents, et les paysans, évidemment, savaient qu'ils étaient intelligents, puisqu'ils travaillaient avec eux tous les jours. On ne va pas faire labourer un champ avec un animal qui est stupide. Donc, bon. Et donc, on ne découvre pas que les animaux sont intelligents. On admet à nouveau que les animaux sont intelligents. Il n'y a pas de philosophes comme Descartes ou Malebranche qui viennent nous dire « Ah ben non, c'est des machines, etc. » C'est ni des zootechniciens derrière qui reprennent et disent la même chose. Donc, il faut refaire confiance aux animaux et repenser le travail avec les animaux. Pas sur leur dos, pas contre eux, comme en système industriel, mais avec eux. Se dire, cet animal, là, moi, je veux faire ci, je veux faire ça. Qu'est-ce qui l'intéresse? À quelles conditions il serait bien dans le travail? Et puis, poser la question de Poudhaus, c'est-à-dire de la sortie du travail. Alors, justement, Fabien, est-ce que pour vous, l'enjeu, c'est d'abord plus la question de la souffrance de l'animal, c'est-à-dire que cet animal, une poule pondeuse qui de fait va être abattue pour être consommée à partir de 18 mois, on peut y voir un rituel un peu barbare alors qu'elle pourrait encore contribuer en fait à l'alimentation humaine. Déjà, elle va être abattue, elle va pas vraiment être consommée comme on l'imagine. On imagine la poule au pot, en fait, elle va surtout être abattue, congelée, envoyée en Afrique noire où ça va foutre en l'air des filières d'élevage qui n'arrivent pas à se développer en face. On est toujours dans un système assez global, assez complexe et en décalage, je pense, avec ce qu'on disait sur le monde d'après, sur comment on aimerait peut-être relocaliser les choses et mieux comprendre tout simplement ce qui se passe. Après, pour rejoindre ce que disait Jocelyne, je suis d'accord qu'on a une période où on a nié quand même l'intelligence de ces animaux. Je serais un peu plus sévère. Je pense que les scientifiques ont quand même eu toute une période behavioriste, etc., où on considérait que l'animal était quand même une sorte d'automate. Et il a fallu tout le travail des éthologues dans les années 70-80 jusqu'à aujourd'hui pour qu'on arrive à reconnaître de l'intelligence, même à des oiseaux, même à des animaux qui étaient réputés n'en avoir aucune. Après, effectivement, sur la fin de vie, c'est extrêmement intéressant quand on prend comme point de départ, comme on le fait nous, de dire on ne va pas tuer ces animaux, de se dire tiens, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et peut-être aussi à quoi ils peuvent servir, mais de façon positive. Vous voyez, là, on a des projets qui consisteraient à mettre les poules dans des vignes bio pour qu'elles puissent effectivement manger les insectes. On sait évidemment que les fientes de poules sont utiles. On ne peut pratiquement pas faire de pommes de terre bio si on n'utilise pas de fientes de poules, parce que ça apporte tout ce qu'il faut pour réussir cette culture-là. On sait aussi qu'elles peuvent protéger les ruches contre le frelon asiatique. Donc, si on se prend la peine de chercher, et de chercher comme le fait l'INRA, c'est-à-dire vraiment on pose les données, on fait des études, on va chercher plus loin, on trouve. Simplement, ce n'était pas le champ de recherche principal, puisque le champ de recherche principal, il était vers accélérer, réduire les coûts, obtenir le prix le plus bas systématiquement, dans un contexte d'ensemble où on avait une baisse du prix de l'alimentaire et souhaitée aussi par la grande distribution, par tout le monde. Le prix de l'alimentaire a diminué dans le budget des ménages. On a fait ça pour laisser plus de place. Faut voir qu'aujourd'hui, avec 3% d'agriculteurs, on nourrit tout le monde. À une époque, il y avait 97% d'agriculteurs. On a juste fait le rapport inverse et on arrive à nourrir tout le monde. Simplement, on est sûrement allé trop loin, trop vite, et c'est le moment probablement de s'arrêter et de refaire, je ne vais pas dire un pas en arrière d'ailleurs, parce que je ne pense pas qu'il y a un âge idéal qu'il faut rejoindre. Je pense qu'on va toujours de l'avant.
Et nous, on construit des nouveaux projets de recherche. On s'intéresse à d'autres races de poules également. Parce que c'est pareil, je veux dire, c'est même dans la génétique. Donc, on parlait tout à l'heure, je disais, le début de la chaîne, c'est le poussin. Mais en fait, le début de la chaîne, c'est la génétique. On a fait des génétiques de poules complètement optimisées. À un moment, on s'est rendu compte que ça coûtait moins cher de leur donner du soja. On les a transformées pour qu'elles se nourrissent principalement de soja. Aujourd'hui, on se rend compte que le soja, il faut le faire venir d'Amérique du Sud, que ce serait peut-être mieux de leur donner à manger des choses produites en France. Mais on fait comment? Donc, c'est là où, si on repose un petit peu à plat tout le système et qu'on essaie de reconstruire à l'endroit en se disant, on a un animal, on va le respecter sur l'ensemble de sa vie et on va lui donner des conditions de vie où il va pouvoir exprimer qui il est. Et voilà, la clé de tout, je dirais à la fin des fins, la clé de toute cette transformation qu'on cherche à faire, eh ben, finalement, c'est le consommateur. Mais le consommateur éclairé, le consommateur qu'on traite en adulte, pas celui à qui on va mettre de la pub ou de la communication qui dit rien de ce qui se passe. Au contraire, on lui parle, on lui explique les choses et on fait confiance à son jugement pour orienter sa consommation vers les produits qui sont faits de cette façon-là. Bastien, j'imagine que ça vous parle, ce que dit Fabien. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, en ce moment, Slow Food en France, nous sommes associés à un événement important qui s'appelle la quinzaine du commerce équitable, qui a lieu chaque année depuis 20 ans, qui se déroule donc du 9 au 24 mai, et qui vise justement à éclairer, conscientiser, sensibiliser les consommatrices, comme on les appelle, les consommateurs, à l'impact de leurs choix, et notamment avec cette question centrale des prix justes, de l'économie politique qu'implique l'alimentation, avec beaucoup de campagnes d'éducation et commerce équitable entendu au sens large, hein, c'est-à-dire pas seulement avec les paysans et paysannes des Suds, mais aussi avec les paysannes et paysans locaux. Hein. On a une loi sur le commerce équitable en France maintenant qui inclut l'ensemble des échanges en fait. Et c'est vrai que c'est un outil très puissant d'éducation. Après, je souhaitais aussi donner quelques exemples concrets justement des programmes que Slow Food met en place autour du bien-être animal, de l'élevage et aussi de l'importance du lait cru. Donc en fait, Slow Food, nous avons 2 programmes principaux de défense de la biodiversité alimentaire. Le premier programme, ce sont 2 programmes mondiaux, internationaux. Hein. Le premier s'appelle l'Arche du Goût. Donc en fait, l'Arche du Goût, c'est un catalogue collaboratif auquel chacun peut contribuer, en ligne notamment, digitalisé, qui recense les aliments en voie d'extinction dans le monde entier. Et on va des légumes, des végétaux, des miels, des recettes, des pâtisseries, des races animales, vraiment c'est une diversité énorme d'aliments et de recettes et de savoir-faire qui implique aussi des paysages. Donc aujourd'hui, on a recensé à peu près 5000 aliments dans le monde. Et en France, on a fait un travail aussi qui s'est retrouvé dans ce livre qui s'appelle le grand livre Slow Food des produits du terroir français, où on a recensé 300 aliments justement qui sont en fait possiblement en voie d'extinction. Hein. C'est pour ça qu'on a donné le nom d'Arche du Goût, c'est-à-dire que ce sont des aliments, pour les raisons qu'on a évoquées d'industrialisation, etc., qui sont potentiellement en voie d'extinction. Le deuxième programme de Slow Food pour sauvegarder la biodiversité alimentaire, en fait, il va s'appuyer sur l'Arche du Goût. Et en fait, le but, ça va être de sélectionner des aliments dans cette arche et de voir comment on peut relancer les filières de ces aliments et soutenir les producteurs et les productrices. Donc ça s'appelle les projets Sentinelles en français. Les Sentinelles, donc, ce sont des programmes de soutien, de relance, de production à petite échelle, artisanale, défendus par des paysannes et paysans de manière traditionnelle. Et Slow Food va apporter un appui qui peut être technique, qui peut être de communication, qui peut être un appui économique, mercatique, de tout ordre en fait, pour qu'on puisse relancer ces filières, les sentinelles, donc, qui sont donc ces produits bons, propres et justes. Donc j'aimerais en citer quelques-unes ici pour qu'on puisse un peu incarner ce que pourrait être justement une alternative de bien-être animal pour l'alimentation. Donc on a en France par exemple, il y a les produits de la pêche aussi évidemment. Donc on va avoir 2 sentinelles autour de la pêche en France. On va avoir tout d'abord en Bretagne, on travaille avec des groupes de pêcheurs sur des huîtres naturelles nées en mer sauvage. Donc ce ne sont pas des huîtres d'élevage
diploïdes ou triploïdes, c'est-à-dire modifiées génétiquement, mais ce sont vraiment des huîtres sauvages qui ont une qualité incomparable en tout aspect, par exemple. On va avoir aussi une pratique tout à fait intéressante qui est importante de citer, je pense, c'est la prud'homie qu'on a défendue donc, sur la Côte d'Azur. En fait, la prud'homie, c'est une pratique qui remonte au XIVe siècle en France, qui sont en fait des systèmes de gestion durable des ressources par des petits groupes de pêcheurs. Donc, c'est évidemment une pêche artisanale, principalement à la ligne, avec une variété de races de poissons, d'espèces de poissons, et qui n'est pas du tout industrielle et qui est complètement en voie d'extinction actuellement et qu'il s'agit de relancer. Après, on va avoir plusieurs programmes donc, sur la terre avec des races animales, mais des produits à la fois, donc, par exemple, de fromage traditionnel, des produits tout à fait originaux comme un produit à base de lait cru, le Gouel, dont je vais reparler, qui est un espèce de gros lait, un yaourt délicieux, et aussi évidemment des viandes. Donc on peut citer par exemple le bœuf nacré de Gascogne, qui est la race mirandaise dans le Gers, qui est une race autochtone. Une filière emblématique qui commence à être bien connue en France, qui a frôlé l'extinction, c'est le porc noir de Bigorre, dans le Gers aussi. Alors ça, c'est intéressant, c'est une qualité de viande qui est équivalente à la pata negra espagnole, autant dire donc que c'est le meilleur jambon du monde. Et donc là, on est typiquement sur une race donc, de petits cochons noirs caractéristiques qui vont être complètement à l'air libre dans des forêts de châtaigniers et de noisetiers, où en fait les animaux vont se nourrir exclusivement de ces fruits, de ces fruits à coque naturellement, et donc la viande exceptionnelle. On était à moins d'une dizaine d'individus porc noir de Bigorre reproducteurs en capacité de reproduction dans les années 80, alors qu'aujourd'hui c'est une coopérative organisée qui marche bien, qui est connue, qu'on peut trouver, qui se relance, et c'est vraiment un exemple de success story en quelque sorte, voilà, d'une race animale durable qui a été relancée. Bon, voilà, je ne vais pas peut-être tout lister, mais en tout cas, sachez qu'on peut, voilà, on a un gros combat sur le lait cru, c'est-à-dire que Slow Food, on va critiquer effectivement une dérive productiviste qui a été aussi hygiéniste et qui a tendu à à mettre en place des pasteurisations à outrance sur tous les fromages. Et donc, par exemple, en ce moment, on a appuyé les campagnes pour que l'appellation d'origine protégée du camembert au lait cru reste ce qu'elle est, parce qu'il y a eu des débats là-dessus. Donc en fait, c'est un exemple pour vous dire que par exemple aujourd'hui seulement on compte les producteurs de camembert au lait cru d'origine de Normandie, AOP, AOC sur les doigts d'une main, et c'est ça que Slow Food on va soutenir aussi. Voilà. Bon, il y en a d'autres exemples, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais voilà. On va mettre en lien, je pense, en dessous de cette page, justement des liens vers l'association. Il y avait quand même une autre question, on parlait des consommateurs. Il y a quand même tout un mouvement de consommateurs qui ont choisi de ne plus consommer de produits animaux. Donc, ce sont les véganes. Ils ont les festivals, les produits dans les supermarchés. Voilà, il y a quand même toute une tendance autour de ça. Est-ce que c'est la solution pour vraiment complètement repenser notre relation à l'animal, dans le respect de l'animal, et en même temps dans le respect de la planète, puisqu'on sait que de nombreuses exploitations animales sont polluantes. Quel est un peu votre sentiment, votre position à chacun par rapport à ça? Jocelyne, pour commencer. Je crois que ça rejoint ce que je disais sur le travail, c'est-à-dire à partir du moment où on occulte le fait que nos rapports aux animaux domestiques sont construits par le travail, du coup, si on dit tout rapport de travail, c'est de l'exploitation, et donc il ne faut plus travailler avec les animaux, en fait, il ne faut plus les manger, il ne faut pas faire de l'équitation, il ne faut pas faire des courses camarguaises, courir après les taureaux, il ne faut pas manger de miel, il ne faut pas porter de cuir, etc. Pour le bien des animaux, en fait, on sort les animaux du travail et on les sort de nos vies. Je crois que c'est là l'enjeu fondamental. Moi, je crois que la vraie question en ce moment qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut vivre avec des animaux ou pas? Tout le mouvement vegan, la réponse, c'est non. On va arrêter de vivre avec des animaux parce que tout rapport de vie et de travail avec les animaux, c'est de l'exploitation. Donc, l'idée, c'est ça, d'ailleurs, depuis le livre Libération animale de Peter Singer. La domestication, c'est ça, le mal originel de l'humanité qui aurait fondé nos rapports de domination envers les animaux. Donc, je pense que les personnes qui se laissent aller dans ce mouvement, ils devraient bien se rappeler de ça, qu'on travaille avec les animaux
Donc, ce qu'il faut, ce n'est pas les libérer du travail, mais c'est les libérer des conditions de travail industrielles, des mauvaises conditions de travail, comme nous d'ailleurs. L'enjeu, c'est le même. Ce n'est pas le travail, il ne faut pas nous libérer du travail. Le travail, c'est le premier vecteur du lien social et c'est le premier vecteur de nos liens aux animaux. Donc, il ne faut pas arrêter de travailler avec les animaux, mais il faut travailler autrement. Et c'est vrai pour nous. Tout ce qui est vrai pour nous, c'est vrai pour les animaux, parce que les animaux font partie des rapports sociaux. Ils vivent avec nous depuis 10 000 ans. Voilà, alors donc, ce mouvement vegan, en fait, pour moi, voilà, il fait complètement fausse route, parce que l'idée, c'est ça, c'est de se débarrasser des animaux. En fait, nos rapports aux animaux, ça pose un problème moral. Bon, bah, allez, on va se libérer de ce problème moral, on va les virer de nos vies, comme ça va être réglé. Le problème, c'est si on ne vit plus avec des animaux, enfin, c'est ce que je dis, avec qui on vit. Avec qui on vit, qui va faire ce que font les animaux actuellement? Eh bien, ça va être des robots, ça va être la viande in vitro, on va remplacer… Voilà, c'est ça, c'est-à-dire quel projet il y a derrière ce mouvement vegan qui vise à exclure les animaux de notre alimentation et de nos vies. Voilà, on va manger quelque chose, on va manger de la viande produite par les multinationales et les GAFAM. C'est ça qui est en train de se préparer. C'est l'objet de mon dernier livre, Cause animale, cause du capital. C'est ça, c'est que cette exclusion des animaux du travail, elle conduit, nous, à une aliénation encore plus grande envers les multinationales de l'alimentation. Donc, et c'est vrai aussi pour les autres animaux qui ne sont pas les animaux de ferme, comme par exemple les animaux de cirque qui sont remplacés par des hologrammes, les chiens qui vont dans les maisons de retraite qui sont remplacés par des robots. Il y a un processus d'exclusion des animaux domestiques de nos vies qui est à la fois porté par le capitalisme des biotechnologies, que ce soit l'alimentation, que ce soit la robotique, et puis par ce mouvement vegan là, qui se trompe complètement d'objet, quoi. Voilà, et donc du coup, ça fait une collusion d'intérêts entre ces deux grands types d'acteurs, les uns soutenus par les autres d'ailleurs, hein, parce que le mouvement vegan est étroitement lié aux GAFAM. Et donc voilà, je veux dire que là, on va de Karim en Silla. Au lieu de repenser nos relations aux animaux, de refaire de l'élevage, la solution végane, c'est le pire du pire de ce qui pouvait nous arriver. Fabien. Forcément, je ne vais pas être sur la même longueur d'onde. Oui, mais c'est très bien, justement. L'idée, c'est d'être complémentaire, hein, d'avoir partagé en tant des idées. qu'entreprise, Poulaous ne prend pas parti sur ce qui se passe du côté de la viande. Nous, on produit des œufs et on essaie de les produire de la façon la plus saine qui soit. Et les équipes, maintenant, sont formées de pas mal de personnes et il n'y a aucune exigence d'être végétarien ou vegan pour rejoindre l'équipe. Ceci dit, moi, à titre personnel, j'ai arrêté de consommer de la viande et du poisson depuis 5 ans. Je pense pas tout à fait comme Jocelyne sur ce point-là, c'est-à-dire je trouve ça un peu complotiste de dire les véganes c'est une grande puissance avec les GAFAM derrière qui veut dominer le monde. Aujourd'hui, je pense que c'est surtout des individus relativement isolés qui sont cornérisés parce qu'ils peuvent même plus aller au resto avec les autres et du coup qui s'en prennent plein la tête, alors qu'en globalement ils posent plutôt des bonnes questions sur ce qu'on a évoqué auparavant, c'est-à-dire sur la façon dont est produit la viande ou le poisson, les questions de la surpêche, etc. Ces questions doivent être posées. Les personnes du mouvement vegan ou végétarien les posent. Après, on peut trouver qu'ils vont trop loin ou pas assez loin. Moi, à titre personnel, justement, je me suis posé une question éthique dans ma démarche par rapport aux animaux, qui m'a conduit à me dire, visiblement, il n'y a pas forcément besoin de manger d'animaux pour être en bonne santé, donc on peut arrêter de le faire. Donc on pourrait arrêter de tuer des animaux pour que moi je m'alimente, parce que ça pose des problèmes éthiques, parce que on disait tout à l'heure, on a découvert au fil du temps, mais ces dernières années, de façon de plus en plus évidente, tous les phénomènes de sentience, de cognition, de capacité sociale, de capacité de calcul, etc., chez ces animaux, et qu'on ne peut plus faire aujourd'hui comme si un cochon, c'était un animal voilà, qui traîne dans la boue à longueur de journée. Non, en fait, c'est un animal qui est très sensible, très complexe, et qu'on devrait un peu plus respecter. Après, il y a un deuxième sujet
effectivement qui est par-dessus, qui est environnemental, et de savoir si on n'est pas en train de déforester à l'autre bout de la planète pour pouvoir nourrir des animaux qui vont finir dans notre assiette, et est-ce que les surfaces agricoles, si elles étaient utilisées à produire des végétaux consommés par les humains, quelque part, on n'aurait pas largement de quoi nourrir plus de monde plus facilement. Je pense que cette question elle se pose également. Après, la surconsommation de viande à laquelle on est arrivé dans nos sociétés, je veux dire, on a dépassé les 100 kilos par personne par an dans certains pays. On sent aussi qu'au niveau de la santé, c'est un problème. C'est pas bon, finalement, de manger tant de viande que ça. Donc, quand on cumule la santé de la planète et l'éthique animale, c'est pas délirant de se poser la question d'arrêter de consommer de la viande. Et effectivement, je rejoins aussi ce qui a été dit, c'est-à-dire s'interdire toute relation avec les animaux, nier la présence des animaux dans notre monde, ça serait pas souhaitable non plus. Après, dire que on préserve les animaux parce qu'on fait des grands élevages comme il en existe partout, c'est pas vrai non plus. Donc, la vérité, elle est forcément au milieu, c'est jamais très radical. Mais moi, voilà, sur l'argument de Jocelyne, ce qui me gêne le plus, parce que je l'ai déjà entendu, c'est ce côté, tout ça est construit et c'est un mouvement très puissant. En fait, je pense que c'est un mouvement famélique qui s'en prend plein les dents parce qu'ils ne sont pas justement si puissants que ça. Et oui, ok, on en parle à la télé, mais on en parle souvent pour en rigoler et faire du buzz, mais c'est pas si influent que ça aujourd'hui. En revanche, la prise de conscience de la question animale et des questions qu'on a posées sur les process industriels de la production de produits animaux commence à s'étendre. Et nous, on le ressent bien chez Pool House. On ressent que les gens sont en questionnement, veulent savoir ce qu'il y a derrière. Nous, on leur apporte de la lumière sur un sujet. Il faudrait qu'il y ait plein d'autres initiatives, comme le fait aussi Slow Food, pour expliquer bien les choses. Et toujours pareil, s'adresser à l'intelligence du consommateur. À l'arrivée, c'est lui qui détient tous les pouvoirs. Bastien, un mot sur ce sujet-là. Quelle est un peu la position de Slow Food par rapport à justement ce débat autour du véganisme? Ouais, alors nous, Slow Food, effectivement, on va défendre de consommer moins de viande, mais mieux. Donc, on va travailler vraiment sur la défense d'une part du fromage au lait cru, avec notamment, par exemple, tous les 2 ans, la tenue d'un superbe événement à Bras, dans le Piémont, encore une fois, qui s'appelle Cheese, qui invite des producteurs de fromage du monde entier, encore une fois, et notamment d'Italie, selon les critères de Slow Food, qui est exceptionnel. Et après, tous les programmes de défense, donc, qui sont uniquement à petite échelle. Hein. Donc, je précise par rapport à ce que vient de dire Fabien, on va surtout pas dire ah oui, on va préserver des races dans des élevages industriels. Non, justement, nous, on va travailler précisément uniquement sur des élevages artisanaux. Effectivement, après, donc voilà, après, on a mené une étude cette année, en début d'année, qui a été rendue publique, qui a comparé en fait des produits notamment animaux, donc des fromages, des viandes, sur des filières industrielles et des filières défendues par Slow Food. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la pollution était réduite de l'ordre de 50%, voire de 100% sur les mêmes produits, hein, version industrielle, version artisanale sur les produits animaux. Et donc ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on sait qu'effectivement, on va se focaliser sur ces thématiques parce que c'est la mode aussi, il faut le dire, alors que 40% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, elles sont produites par l'alimentation. C'est le premier poste de pollution au niveau mondial, plus que la distance, plus que les transports. Et en fait, l'impact qu'on a dans l'alimentation, il est déterminant pour le futur. Après, simplement pour dire aussi que en Europe, il y a une forte tendance effectivement vers consommer moins et mieux de viande, voire véganiste. Et effectivement, le projet il peut être largement tempéré en sortant d'un certain eurocentrisme, parce que ce sont des mouvements qui sont essentiellement occidentaux aujourd'hui, et c'est très bien qu'il y ait cette prise de conscience. Mais par exemple, en Inde, les recherches ont montré, qui est quand même le pays un peu avec l'hindouisme et ce mythe qui a inspiré, on va dire aussi philosophiquement, tous ces mouvements, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, la consommation de viande augmente à mesure que le pays s'enrichit, et en fait, le végétarisme est plutôt associé à des choses traditionnalistes qui sont pas très bien en fait. Donc c'est symétriquement l'inverse que chez nous. Après, encore une fois, Slow Food va travailler par exemple en Amérique latine
dans des écosystèmes tropicaux où, par exemple, la pêche et la chasse sont essentielles, notamment pour les populations autochtones. On peut aussi citer les Inuits qui ont une alimentation 100% carnée, et encore heureux parce qu'ils vivent dans un environnement tel de froid qu'il n'y a pas le choix. Et j'aimerais citer un dernier exemple. Slow Food, on va travailler sur la défense de miel issus d'abeilles très spécifiques qui s'appellent les mélipones, qui sont les abeilles natives des Amériques et qui sont responsables de 100% à 150% de la pollinisation et de la production végétale. Donc l'élevage, la culture, la méliponiculture de ces abeilles qui vont prodiguer pollen, propolis, miel, cire et j'en passe, sans parler des services écosystémiques, elle est incroyable, magnifique. Et donc voilà, on travaille aussi sur ces projets. Donc ce sont d'autres espèces d'abeilles, les mélipones, qui sont très intéressantes. Très bien. Bah, écoutez, c'est passé vite, hein, ça fait bientôt 1 heure que nous échangerons tous ensemble. J'avais envie d'arriver donc un peu à la conclusion de cette discussion. On a posé vraiment quelques bases de réflexion, hein, pour que les gens puissent justement commencer à entamer voilà, peut-être une réflexion personnelle par rapport à leur consommation, en tout cas par rapport au modèle aussi d'élevage. J'ai envie de vous demander à chacun justement quelle est pour vous la priorité pour l'avenir, c'est-à-dire sur cette question du bien-être animal, du respect de l'animal dans l'élevage. Voilà, est-ce que voilà, il y a des choix politiques audacieux à faire? Qu'est-ce que vous auriez envie de poser comme intention pour le futur, Jocelyne, pour commencer? Déjà, je reposerai la question que j'ai posée précédemment, qui est: est-ce que nous voulons continuer à vivre avec des animaux? Je pense que c'est ça la vraie question. Et il faut y répondre, parce que sinon, il y a des gens qui vont y répondre pour nous. Et si on dit oui, on veut vivre avec des animaux, je pense que le modèle défendu par Slow Food, c'est le bon. C'est celui que je défends moi-même depuis très longtemps. C'est-à-dire, voilà, manger moins, manger mieux, être responsable, se sentir responsable des animaux. C'est-à-dire, voilà, ne pas laisser à d'autres et après les critiquer le soin de s'occuper des animaux ou de les tuer. Voilà, que derrière tout ça, il y a la vie et la mort des animaux, c'est le problème de chacun, puisque c'est des animaux domestiques qui font partie de la maison. Et donc, voilà, c'est ça, je pense, le message essentiel, c'est défendons notre vie avec les animaux et avec, effectivement, pour tout ce côté alimentaire, le choix de modèles respectueux et intelligents, quoi, en fait. Voilà, simplement. Fabien? Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'on est dans un moment avec cette crise aussi où on veut se questionner, enfin, je l'espère, sur comment on en est arrivé là. Et quelque part, moi, mon souhait, mon espoir, c'est qu'on aille vers un plus grand questionnement du consommateur, justement sur la façon dont sont produits les aliments qu'il consomme. Aller vers une sorte de pleine conscience, en quelque sorte, si on veut se référer à la méditation, au moment où on prend un aliment, de comment il en est arrivé là, quoi. Et si on fait ça, je pense qu'en quelques temps, mais ça devrait sûrement être aussi un projet de pédagogie des écoles. Enfin, je pense qu'il y a un sujet qui est de dire l'alimentation, c'est important. L'alimentation, ça nous constitue. C'est pas la même chose que les vêtements ou je ne sais quelle babiole. C'est vraiment complètement essentiel et ça doit être traité en tant que tel comme un sujet important. Moi, j'ai l'espoir, en tout cas, que, effectivement, plutôt dans nos sociétés, pour l'instant, ces questions se posent, mais si on continue à avoir une influence sur le reste du monde, on peut espérer que ça se répande, qu'on aille vers un modèle où on se pose au moins ces questions. On n'ingère pas des aliments sans se questionner. Bastien? Oui, donc il y aurait beaucoup à dire, mais un point important, c'est globalement aussi la reconnexion à la nature, à l'altérité. La personne qui a Edward Wilson, qui est le biologiste américain qui a inventé le terme de biodiversité, il a aussi introduit un nouveau concept récemment qui s'appelle la biophilie. La biophilie, c'est l'idée selon laquelle la rencontre, la connexion avec l'altérité, notamment dans le plus jeune âge, contribue au développement du cerveau.
Et en fait, c'est pour ça que la connexion à la nature, aux animaux, à tout ce qui n'est pas humain, en quelque sorte, c'est un lien qui a été clairement perdu dans l'Occident moderne, qui peut être retracé par les historiens notamment, et qu'il s'agit de retrouver, parce que là, effectivement, tout notre rapport à l'alimentation, comme le disait Fabien, va changer, et notamment, évidemment, aux animaux. Et je crois qu'effectivement, si aujourd'hui on arrive à manger, désolé, de la merde avec des animaux qui ont été exploités, torturés, sans se poser de questions, c'est qu'on a un lien avec la nature qui a été complètement rompu. Et la deuxième chose, c'est travailler. Donc nous, Slow Food, nous travaillons avec des groupes, notamment Commerce Équitable France, mais bien d'autres aussi, sur la question des externalités dans la production alimentaire. C'est un concept économique qui démontre qu'en fait, le prix que payent les consommateurs aujourd'hui n'inclut pas réellement tous les coûts environnementaux, sociaux qu'ils impliquent. Dans ce cas-là, on parle d'externalités négatives. C'est ce qui explique, par exemple, que la viande de porc soit extrêmement peu chère. Mais une de ces externalités négatives, ce sont les algues vertes, parce qu'on n'a pas payé le coût de sa pollution environnementale. Et donc, on doit passer, et du coup, ça fait le petit lien avec la question dans le public, mais c'est juste un lien comme ça, il est possible d'avoir des externalités positives dans le système alimentaire, c'est-à-dire, encore une fois, que ce soit pour les animaux dans les systèmes d'élevage ou plus généralement pour l'agriculture, des systèmes de reconstitution d'écosystèmes qui vont séquestrer du CO2, des systèmes qui vont être propres, qui vont faire des bons paysages, donc avec des externalités positives pour le bien-être de toute la communauté. C'est des biens communs, en fait, ces externalités positives. Et il s'agit d'orienter notre économie vers ça. Ce n'est pas une mince affaire, mais travaillons-y. Alors, je rebondis parce qu'effectivement, nous avons une question d'un internaute. Hein. Je vous la livre pour que vous puissiez y répondre. Alors, la question nous dit, aujourd'hui, travailler avec les animaux ne signifie-t-il pas les dominer et donc décider de leur sort en les tuant? Est-il possible de repenser le système d'élevage pour ne plus les dominer? Alors, à cette question, Jocelyne. Moi, je veux bien répondre en plaidant pour ma paroisse. C'est-à-dire que oui, dans le domaine ouais, de l'œuf, il se trouve qu'on a cette chance, effectivement, d'avoir un produit dérivé de l'animal, mais qui n'est pas le fait de consommer le corps de l'animal lui-même. À partir du moment où, chez Poulaous, on essaye en tout cas, d'éliminer des choses les plus évidentes, les sources de mal-être les plus évidentes, c'est-à-dire en laissant les poules aller à l'extérieur, en ne leur coupant pas les becs, en ne tuant pas les poussins mâles, en ne tuant pas les poules elles-mêmes, on se dit on n'est pas loin de quelque chose de parfait. Après, on est prudent sur la notion de bien-être animal. Il faudrait être une poule pour savoir si on est bien ou pas bien. C'est certainement très compliqué. Ce qui est sûr, c'est que les sujets auxquels on s'attaque ne sont pas des sujets de bien-être parce que, a priori, quand on se fait trancher la gorge, c'est pas agréable pour n'importe quel animal. Donc, on arrive à quelque chose d'assez clean au total sur l'ensemble de leur vie. On leur propose une expérience de vie qui, de notre point de vue, paraît vraiment satisfaisante. Voilà, ça me semble plus compliqué dans le domaine de la viande, mais j'entends que jusqu'à la mise à mort, il y a certainement des moyens d'aller vers quelque chose de plus satisfaisant. Bon, nous, il se trouve que dans le domaine de l'œuf, on peut peut-être avoir quelque chose de complètement nickel. Jocelyne, vous avez envie d'apporter une réponse à cette question? Oui, enfin, je dirais déjà que travailler avec les animaux, ce n'est pas forcément des rapports de domination, c'est des rapports de travail. Maintenant, c'est des rapports asymétriques. Mais c'est vrai aussi pour nous. Par exemple, nous, on travaille, on est salarié, on a un rapport asymétrique avec notre patron. Il y a un lien de subordination dans le travail. Donc, il faut assumer cette asymétrie. Il y a une asymétrie dans relation avec les animaux et qu'effectivement, il y a des animaux, même si on peut penser la retraite des poules, on peut penser la retraite des vaches, des chèvres, etc. Mais il y a des animaux, comme les cochons lors de Bigorre, c'est un animal dont on sait que dans 18 mois, 2 ans après sa naissance, on va le tuer pour le manger. Et c'est pas... je pense que le gros problème, c'est pour ça que je travaille de toute façon sur la mort des animaux depuis très longtemps, le gros problème, c'est ça, c'est d'assumer la mort des animaux. Et je pense que ça, c'est un travail qu'on doit faire alors là, à l'école, c'est-à-dire qu'on est des êtres mortels, que les animaux sont des êtres mortels, qu'il faut manger pour vivre, qu'on mange 3 fois par jour, et que les animaux, ils font partie de notre alimentation. Alors maintenant, qu'on mange de la viande ou qu'on n'en mange pas, ça c'est le choix de chacun, mais on n'est pas obligé de manger du noir de Bigorre. Mais par contre,
même si on est végétarien, on doit assumer que si on mange du fromage blanc, si on mange du fromage, si on mange des œufs, alors hormis les œufs de poule à housse, eh ben, on participe de la mort des animaux. On mange pas derrière le fromage blanc, il y a l'abattoir. Derrière la majorité des œufs, il y a l'abattoir. Mais c'est pas, enfin, je veux dire, on peut leur penser du point de vue justement des conditions de vie des animaux. Quelle vie ont eu les animaux? Est-ce qu'ils ont une bonne vie? Est-ce qu'ils ont eu une bonne mort? Moi, je travaille beaucoup sur l'abattage à la ferme. Et ben oui, c'est pas enfin, puis pour beaucoup d'éleveurs et pour beaucoup de consommateurs aussi, le problème, c'est pas de tuer les animaux, c'est comment on les tue. À quel moment, déjà, avec quelle espérance de vie en amont, et comment on les tue. Et ça fait toute la différence. Enfin, moi, j'ai été éleveur, j'ai tué des poules, il y avait un tueur qui venait tuer mes moutons. Ça m'a pas, enfin, en étant dans le métier en plus, enfin, en étant, c'est quelque chose qu'on doit assumer. Il faut faire la différence entre la vie qu'on a avec l'animal tout au long de son élevage, on le respecte, on fait tout pour qu'il soit bien, on le soigne si on est malade, on le nourrit, etc. On fait tout pour qu'il soit heureux. Et le jour où on décide qu'on va le tuer parce qu'on va le manger, ben là, il faut réfléchir aux conditions de la mort. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir du moment, par exemple, moi je renvoie une expérience personnelle, à partir du moment où le tueur vient à la ferme, il tue le mouton que j'avais décidé de tuer, à partir du moment où on commence à travailler la carcasse, on commence à enlever la peau, découper la carcasse, etc., c'est plus notre animal, c'est plus l'animal dont s'occuper, c'est une carcasse, c'est l'objet du travail, la personne, le boucher, ou soi-même si on sait le faire. Et là, on est dans une autre dimension. Là, on est dans le cadre du travail humain. La carcasse de l'animal, ça va être la viande, le noir de Bigorre, c'est de l'élevage, c'est le noir de Bigorre élevé par les éleveurs, mais derrière, il y a les transformateurs, les saisonniers, etc. Si le jambon de Bigorre est incroyable, c'est parce qu'il y a le travail des saisonniers, il y a le travail de l'éleveur. Mais ça, je pense qu'il faut le penser globalement du point de vue de la vie et de la mort, que travailler avec les animaux, c'est asymétrique, il faut l'assumer, mais ce n'est pas forcément de la domination. Et que, on mange tous les jours. Et qu'effectivement, comme disait Bastien, il y a ou en Mongolie, par exemple, oui, s'ils ne mangent pas de viande, qu'est-ce qu'ils mangent? Évidemment, les Inuits, ils mangent de la glace, je pense, et s'ils ne mangent pas des poissons. Donc, il faut avoir une vision globale. Il ne faut pas, effectivement, se centrer sur notre petit nombril. Ah, c'est mal, on tue les animaux. Si c'est mal ici, c'est mal pour les Inuits. Ou si c'est mal de tuer les animaux, c'est universel, c'est mal pour tout le monde. Si c'est pas mal pour les Inuits, c'est pas mal pour nous. Mais donc, il faut penser les conditions globales, quoi. Bastien, vous avez quelque chose peut-être en complément? Tout à fait d'accord, et ça fait avec Jocelyne, et ça fait une excellente transition parce que j'aimerais parler, on a évoqué le mot des subjectivités en fait. Justement, dans les sociétés en fait traditionnelles sud-américaines, notamment d'Amazonie, les sociétés humaines prêtent aux non-humains, notamment les plantes, mais aussi les fleuves, les roches et les animaux, une forme de culture ou une âme. Et en fait, dans ces philosophies, personne n'est au-dessus, personne n'est en dessous. Et en fait, ce sont des philosophies qui vont mettre les plantes et les animaux sur le même niveau que les sociétés humaines. À l'inverse de nos sociétés occidentales, qui en fait, historiquement, on peut remonter à l'Empire romain, à la chrétienté, à Descartes, nous avons séparé la nature de la culture, et donc finalement, on a mis l'âme humaine au-dessus de tout le reste, nous croyant supérieurs. Ce qui explique, à mon avis, ce type de réaction, de question que Jocelyne vient un petit peu de démonter. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les sociétés justement sud-américaines, amazoniennes, qui considèrent les plantes et les animaux comme leurs prochains, les tuent aussi. Alors, pas selon les mêmes systèmes, on est sur des systèmes de chasse, mais je peux vous assurer qu'il y a des anthropologues, et même ce sont les Amérindiens eux-mêmes qui le disent, dans leur philosophie, ils vont tuer des oncles et des cousins. Et donc, on est dans une forme de violence, dans une forme de guerre, qui est complètement intégrée dans la société, parce que, en fait, c'est aussi la destruction qui crée la vie. Philosophiquement, c'est comme ça. Mais c'est quelque chose qu'on a complètement forclos dans nos sociétés. Voilà, effectivement, la violence, la mort, elle n'est plus acceptée. On ne la côtoie plus. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, si on ouvre un peu la perspective et qu'on sort d'une perspective eurocentrée, on va aller dans des choses qui vont tout remettre en cause. Et actuellement même, par exemple, si on prend les plantes, les végétaux, la recherche en biologie devient de plus en plus intéressée vers ce qu'on appelle l'intelligence végétale, vers des formes presque de ce qu'on pourrait appeler des sensibilités végétales. Donc effectivement, le débat il est sans fond si on commence
commence effectivement à penser à ça. Donc, même réponse, ouvrons effectivement les écosystèmes et les traditions de chaque pays, de chaque région, ont fait que les systèmes de rapport aux animaux n'ont pas été les mêmes, mais c'est quelque chose d'universel. Donc à nous de continuer de perpétuer cela, justement. Merci, ce sera le mot de la fin, Bastien. Merci en tout cas à tous les trois, Jocelyne, Fabien, Bastien, d'avoir accepté d'échanger avec les internautes pendant 1 heure autour de cette thématique. Merci à vous qui nous suivez derrière votre écran. Je rappelle que les conférences UP se déroulent habituellement publiques. Crise sanitaire oblige, nous voilà donc retranchés dans une chambre virtuelle. Mais voilà, nous espérons très vite vous retrouver en vrai, on va dire, et toujours grâce au soutien de nos partenaires. Je les cite rapidement: Accenture, Aviva, Bouygues Immobilier, le groupe UP, le Crédit Coopératif et la Ville de Paris qui nous permettent justement de vous recevoir dans différentes salles tout au long de l'année pour vous proposer ces conférences gratuites. Merci encore à vous et excellente soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.